Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de 2 ouvrages, Ce qui nous attend, chez Robert Laffont, et tout récemment, D'un monde à l'autre, chez Robert Laffont également. Alors d'un monde à l'autre, on change de monde, hein, vous semblez laisser entendre, heu, vers un monde meilleur ou chaotique comme on le voit aujourd'hui? Un monde différent. Un monde différent, meilleur, c'est à nous de le rendre meilleur, mais différent au sens où tout ce qui nous organisait le monde depuis 1945 est en train de tomber. Les rapports de force ont changé. Ce qu'on appelle le BRICS, qui sont pour moi faits de briques et de broc, pardonnez-moi du jeu de mots, en fait ont des difficultés, certes, mais ils sont de plus en plus puissants. Et le deuxième élément qui change, c'est que l'usage de la force est redevenu quelque chose de possible. Ça a été possible en Ukraine, c'est possible au Proche-Orient, c'est possible en Afrique, partout, ces rapports de force. Donc le monde vers lequel nous allons doit analyser tous ces éléments pour être en mesure de placer, de prendre en compte tous ces changements et de créer le nouveau monde dans lequel nous allons vivre. Là, j'interpelle l'expert militaire que vous êtes. Cela suppose que les organisations post Deuxième Guerre mondiale sont à remettre en question? Alors, je ne sais pas si c'est complètement à remettre en question ou si c'est à réorganiser. Je vous donnerai un exemple que je connais bien, les Nations Unies. Les Nations Unies, tous les pays de la planète sont réunis là. Donc c'est un univers de dialogue qu'il faut conserver. En revanche, la direction, qui se passe essentiellement au Conseil de sécurité, donc la gouvernance avec le Conseil de sécurité, est à revoir. Parce qu'il ne représente pas... ce Conseil de sécurité a été institué quand il y avait 53 pays au sein des Nations Unies. Maintenant, il y en a 194, donc c'est plus possible. L'Afrique n'est pas représentée comme elle le devrait. L'Asie peut-être également. Et puis le deuxième point, c'est le veto. Parce que le veto aujourd'hui empêche tout dialogue et sur le Proche-Orient et sur l'Ukraine. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir de zéro. Il faut reprendre ce qui existe, mais l'adapter au changement du monde. Encore une question militaire. L'OTAN, que faut-il en faire aujourd'hui? Alors, l'OTAN, comme le disait le président Macron il y a quelques années, était en état de mort cérébrale. Merci à M. Poutine, il a ressuscité l'OTAN. C'est lui qui a fait que l'OTAN retrouve une raison d'être. Après la dernière opération de l'OTAN qui était en Afghanistan, qui était une véritable catastrophe, tout le monde pensait que l'OTAN ne servirait à rien. L'OTAN retrouve sa raison d'être, que j'ai très bien connue avant les années 90, qui est d'être face à l'Est, face à l'époque à l'Union soviétique et au pacte de Varsovie, aujourd'hui face à la Russie. Et donc c'est un parapluie de protection pour les Européens et qui lie les États-Unis aux Européens. Et la clé, elle est là. Elle est dans ce lien. Est-ce que les Européens sont capables de le faire seuls ou est-ce qu'il y a nécessité que les États-Unis en fassent partie? Pour l'instant, c'est le cas. On verra l'évolution dans les années à venir. Surtout, la question se pose avec l'avènement de Trump. Oui, tout à fait. Alors l'avènement de Trump, qui est d'abord un phénomène américain, une grande victoire démocratique, il faut le dire. Je pense qu'il y a un phénomène interne américain sur le niveau de vie américain, bien sûr, mais aussi sur le retour de la vague wokisme, cancel culture, dont une grande partie des Américains ne veulent plus, en ont assez. Je pense que cette vague va venir en Europe, heureusement, parce que c'est un peu insupportable de voir ces minorités imposer leur façon de voir aux majorités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rapport dans le monde. Pour les États-Unis, la clé est en Chine, en Asie, pas en Europe. Donc les Européens, débrouillez-vous. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils les lâchent complètement. Pourquoi? Parce que les grands alliés, ce sont les Européens. Et qu'on voit bien l'effet papillon des crises, ce qui se passe actuellement en Ukraine, a, depuis hier, on le dit, en Syrie un impact, au Proche-Orient un impact. Et donc je pense que les Américains vont revoir un petit peu, tout en demandant aux Européens, à juste titre, de faire plus d'efforts. Mais je pense qu'ils ne voudront pas séparer complètement les Européens des Américains, tout simplement parce que aussi les Européens, c'est un gros marché pour les Américains. Vous parlez géostratégie, vous faites si bien. Revenons au rapport du Maroc et de la France. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau et nous en sommes tous très heureux.
Le Maroc et la France ont des liens d'amitié fraternelle importants. Je ne vais pas revenir à l'époque du maréchal Lyautey, mais c'était moi, chaque fois que je viens au Maroc, je suis dans un pays ami, je suis heureux. Il y avait une rupture qu'on ne comprenait pas, qui reposait essentiellement sur le fait de ménager l'Algérie. L'Algérie ne changera pas. Le Maroc a été créé sur cette amitié qui vient de l'époque de Lyautey et du roi du Maroc. L'Algérie vient d'une guerre de libération révolutionnaire dans laquelle l'armée a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a le pouvoir en Algérie. Donc, ils ne veulent pas lâcher ça. Et donc, le leitmotiv, moi je suis allé en Algérie, hein, mon père a été tué en Algérie, donc j'y suis allé. Et je suis allé là-bas et j'ai vu que la seule chose qui comptait, c'était vraiment haro sur la France pour maintenir le régime en place. On n'est pas du tout dans cette position au Maroc. Et donc, le Maroc, qui est très impliqué dans la politique africaine, et on s'en félicite, au moment où la France est très critiquée pour son passé colonial, eh bien, moi, je trouve que ces deux pays, le Maroc africain, la France voulant soutenir l'Afrique parce que c'est notre frontière, on est là, hein, eh bien, c'est une issue heureuse, et je m'en félicite. Alors maintenant, vous avez participé à énormément de débats ici à Tanger et il est question de résilience face à cette vision chaotique hein, qu'on observe de loin dans différentes régions du monde. Peut-on garder espoir malgré tout? Alors, je vais vous citer deux auteurs. Georges Bernanos, qui cite et que je cite et qui dit que la plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. Et donc, j'incite tout le monde à surmonter son désespoir. Le deuxième que je citerai, c'est le pape Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, qui disait « N'ayez pas peur ». Nous avons tout pour réussir. Il s'agit de ne pas avoir peur, de prendre en compte les changements du monde et de travailler. Je vais en citer un troisième. Thucydide disait « Nous avons le choix, nous reposer ou être libres ». Donc, au travail. Au travail, avec un Sud qui change. Oui. Le Sud global dont il est question, par exemple, dans ces débats. Alors, quel est votre regard par rapport à ce changement que les Européens, l'Union européenne en particulier, qui n'arrivent pas, nous avons l'impression hein, du Maroc, qui n'arrive pas, hein, l'Union européenne, à bien assimiler? Alors, je pense qu'il y a deux changements majeurs. D'abord, la jeunesse. La jeunesse du Sud globalement, hein, l'Afrique singulièrement, hein, qui explose démographiquement. Donc cette jeunesse, en Afrique, il y a 60% de la jeunesse qui a moins de 20 ans. Et je pense que cette incompréhension de cette jeunesse, nous l'avons en Europe, mais je pense que beaucoup de gouvernants l'ont aussi. Et en Afrique, on voit les séparations, je parle de l'Afrique subsaharienne, qu'il y a entre les jeunes populations et leurs gouvernants. Le deuxième changement, c'est ce que je disais à propos simplement des rapports de force. Maintenant, le PIB de l'ensemble des pays du Sud a explosé, a beaucoup monté. Et donc, ils ont le droit, le devoir même de parler, et nous avons le droit et le devoir de les écouter, de les comprendre et de travailler avec ces nouveaux rapports. Et vous avez raison, moi quand je suis en France, on parle de l'Afrique, en France, pas grand monde s'y intéresse. Les gens ne connaissent plus l'Afrique. Et donc il est important qu'on écoute, qu'on comprenne et qu'on voit quelles sont les interactions que nous pouvons faire pour le développement du Sud et pour le maintien de notre identité dans le Nord. Hein, voilà, je crois que c'est vraiment le dialogue qui est important. Je vous remercie. Merci beaucoup.